Mesdames et messieurs les membres des académies, chers collègues, mesdames et messieurs, je voudrais commencer par remercier Hugues Deté et Guy Leverger pour le privilège de pouvoir présenter une partie de nos travaux devant cette assemblée. Alors vous allez voir qu'on va changer radicalement de point de vue, puisque malheureusement je vais vous parler plutôt de résultats amont, plutôt que de résultats véritablement chez les patients. Mais ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui, c'est le passage d'une découverte purement fondamentale, qui avait pour objet d'essayer de mieux comprendre le fonctionnement de certains lymphocytes à certaines modalités d'intervention thérapeutique. Et donc, je ne vais pas encore vous présenter des résultats chez l'homme, mais des résultats de préclinique dans un modèle de souris. Donc, l'idée ici, c'est pas de tuer la cellule tumorale directement grâce à des agents chimiothérapeutiques, mais c'est au contraire de moduler le système immunitaire de telle manière à ce que le système immunitaire que l'on a en nous soit plus efficace à lutter contre certaines pathologies tumorales. Donc l'ensemble de ce que je vais vous raconter aujourd'hui a été réalisé sur ce campus de Lumini, sur lequel je reviendrai un petit peu, qui est un campus multidisciplinaire dans lequel nous avons la chance d'avoir le centre d'immunologie de Marseille-Lumini. Donc l'histoire commence par l'étude de ces cellules extrêmement particulières, très énigmatiques encore aujourd'hui, qui sont les cellules natural killers. Ces cellules natural killers sont des lymphocytes, nous les avons tous, et en fait on sait depuis 35 ans environ qu'elles ont cette propension extrêmement particulière qui est celle de pouvoir reconnaître des cellules tumorales in vitro et d'induire leur mort. Et vous pouvez comprendre, de par ces résultats pionniers, l'intérêt que cette cytotoxicité des cellules NK vers les cellules tumorales a pu susciter comme intérêt à travers de nombreux collègues, que ce soit des immunologistes ou des oncologues. Alors, les cellules NK, en fait, et c'est représenté sur cette diapositive, ont la capacité, on le sait maintenant, de reconnaître sélectivement des cellules stressées et d'épargner des cellules qui ne le sont pas. Ces cellules stressées représentent, en fait, une variété extrêmement large de cellules. Ça peut être des cellules tumorales, et ça va être l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais ça pourrait être aussi, et ça l'est d'ailleurs, dans certains modèles expérimentaux, des cellules qui sont infectées par des microbes. Et cette reconnaissance peut être effectuée en présence d'anticorps, comme c'est représenté ici, ou en absence d'anticorps. Suite à cette reconnaissance donc, de ces cellules cibles par les cellules natural killers, celles-ci peuvent, d'un côté, induire la mort de ces cellules, et on voit ici qu'elles produisent ces débris, qui elles-mêmes vont contribuer à l'élaboration d'une réponse immunitaire adaptative classique, une réponse immunitaire T en particulier très efficace. Mais d'un autre côté, les cellules natural killers sont aussi capables de produire des cytokines. Des cytokines sont très importantes pour l'ensemble de la réponse immunitaire adaptative, comme par exemple l'interféron gamma. Alors on sait que les cellules natural killers sont importantes dans le contrôle des pathologies tumorales, à travers, en particulier, des expériences qui ont été faites dans le contexte de transplantation hématopoïétique, et j'y reviendrai plus tard dans cet exposé. Mais ce que j'aimerais vous présenter maintenant, c'est ce qu'on sait du point de vue moléculaire sur ces éléments qui permettent à la cellule NK de distinguer, d'un certain côté, le bon grain de l'ivraie. Les cellules NK sont effectivement équipées de deux styles de récepteurs. Des récepteurs activateurs, ici représentés en vert, et des récepteurs inhibiteurs qui sont représentés en rouge. Dans une situation normale, il se trouve que les récepteurs inhibiteurs les plus connus et qui semblent dominants quant au contrôle de l'activité des cellules natural killers in vivo chez l'homme et chez la souris sont des récepteurs qui reconnaissent les molécules de classe 1. L'évolution n'a certainement pas choisi ces molécules de classe 1 au hasard, puisqu'en réalité, ces molécules de classe 1 sont largement exprimées dans l'organisme et avec un grand nombre de copies. Ainsi, les cellules NK, quand elles reconnaissent ces molécules de classe 1 par l'intermédiaire de ces récepteurs inhibiteurs, elles sont bloquées dans leur activité, elles sont donc tolérantes à une cellule qui, par elle-même, par ailleurs, est normale. Mais regardez ce qui se passe quand cette cellule cible qui est là devient vraiment une cible, c'est-à-dire qu'elle devient stressée, et en particulier, elle peut être stressée suite à une transformation tumorale. Eh bien, on voit que maintenant, à la surface de cette cellule qui est maintenant devenue stressée, apparaissent des molécules qui sont codés par des gènes qui étaient silencés quand la cellule était normale et qui maintenant sont des gènes exprimés et qui donnent naissance à ces protéines de surface. Et vous voyez que ces protéines de surface servent de ligand en fait pour nombre de récepteurs activateurs exprimés à la surface des cellules NK.
Et on comprend de manière extrêmement intuitive qu'en réalité, l'activité des CUNK est réglée par cet équilibre dynamique, par cette balance entre des signaux activateurs d'un côté, ici représentés en vert, ici aussi, et puis des signaux inhibiteurs représentés en rouge, qui sont encore ce contrôle négatif qui est contrôlé par la reconnaissance des molécules de classe 1. Alors, il se trouve que ce mode de reconnaissance des cellules NK, extrêmement particulier par rapport à celui qui est, par exemple, celui des lymphocytes T, a été appelé donc la reconnaissance du soi induit par le stress, comme vous pouvez le comprendre. Et on comprend encore plus simplement comment l'inhibition de cette interaction, ici par exemple, rend encore plus efficace la reconnaissance des cellules natural killer dans ce mode de reconnaissance extrêmement particulier qui s'appelle le missing self, puisque là, vous voyez bien que les CUNK reconnaissent encore mieux une cible si elle n'exprime plus le soi représenté par ces molécules de classe 1. Alors, ce que je vais essayer de vous illustrer maintenant, c'est comment on passe de ces découvertes extrêmement fondamentales qui ont été l'objet de travaux de nombreux groupes à travers le monde, dont le nôtre, à des applications thérapeutiques. Donc ici, encore une fois, ces balances qui permettent de comprendre comment la cellule NK peut être soit inhibée et donc tolérante envers une cellule normale, soit au contraire active envers une cellule stressée, dont les cellules tumorales. Alors il me faut rentrer dans un petit peu de génétique, et c'est là où vous allez tout de suite comprendre l'aspect de personnalisation des thérapies que l'on souhaite mettre en place et que l'on a déjà mis en place. En fait, il existe plusieurs gènes dans la population humaine qui peuvent reconnaître les molécules de classe 1. Et vous savez aussi qu'il existe de nombreuses molécules de classe 1, des centaines de molécules de classe 1 différentes réparties dans la population. Nous avons tous entre 3 et 6 molécules de classe 1 qualitativement différentes. Et vous voyez qu'il existe donc ces gènes, par exemple, KIR2DL2, qui reconnaît 7 molécules de HLA-C particulières, en fait ce groupe de molécules HLA-C particulières, etc., etc. Et bien sur ces bases-là, le groupe de Andrea Velardi à Pérouge a fait une expérience absolument critique, majeure, dans le cadre de transplantation hématopoïétique pour des patients qui présentaient des leucémies particulières, qui sont des leucémies aiguës myéloïdes. Et vous savez, le problème clinique, évidemment, que posent ces leucémies aiguës myéloïdes. En fait, la manipulation qui a été réalisée et représentée ici, il consistait simplement à faire de la greffe à partir de cellules souches hématopoïétiques purifiées, mais de la greffe un petit peu particulière, de la greffe haploidentique, c'est-à-dire de la greffe qui, normalement, est rejetée, puisque le MHC du receveur et le MHC du donneur sont différents, et il fallait donc extrêmement immunodéprimer les receveurs pour qu'ils puissent recevoir cette greffe. Et le résultat a été spectaculaire, car en réalité, on pouvait stratifier, et vous voyez, on parle de médecine personnalisée tout de suite, on pouvait stratifier les couples donneurs-receveurs en deux catégories, basées sur la génétique de leurs récepteurs inhibiteurs qui reconnaissent ces molécules de classe 1. D'un côté, un groupe de donneurs-receveurs dans lequel les cellules NK du donneur étaient tout le temps inhibées par les molécules de classe 1 du receveur. Et puis un autre groupe, le groupe opposé, dans lequel, en fin de compte, à cause de cette disparité du CMH, donc des molécules de classe 1, eh bien, les cellules NK du donneur n'étaient pas systématiquement inhibées par le MHC du receveur. Et les résultats, qui ne sont pas représentés sur cette diapositive, mais que je vais vous dire, ont été absolument spectaculaires, puisque ce groupe italien a permis de montrer que 5 ans après la greffe, il n'y avait aucune rechute chez les patients qui avaient été traités par des cellules NK qui n'étaient pas freinées par le MHC du receveur, alors qu'il y avait 95% de rechute à 5 ans chez les patients pour lesquels les cellules NK du donneur étaient systématiquement bloquées par le MHC du receveur. Donc, cette expérience, encore une fois, ces traitements, en fait, ont été véritablement pionniers. D'autres aux États-Unis sont en train d'étudier la possibilité d'injecter non pas des cellules souches hématopoïétiques, mais carrément des cellules NK isolées à partir des donneurs et expandues in vivo de telle manière à augmenter leur nombre. Ce que nous avons proposé, et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une autre approche totalement différente, mais basée sur ces mêmes notions. C'est-à-dire essayer de jouer sur le frein qui bloque l'activité des CUNK. Et pour ce faire, et en collaboration avec une société de biotechnologie marseillaise, Inet Pharma, et maintenant en collaboration avec BMS, nous avons généré un anticorps monoclonal complètement humain, un anticorps monoclonal qui bloque l'interaction qui elle-même inhibe les cellules NK. Donc on a bloqué l'inhibiteur, moins par moins ça fait plus. L'idée donc c'est en bloquant cette inhibition d'augmenter l'activité antitumorale des cellules NK.
Donc l'anticorps est représenté ici. Vous voyez qu'il a pour mission de bloquer l'interaction entre les récepteurs inhibiteurs KIR des cellules NK et puis le MHC classe 1 qui peut être encore exprimé sur certaines cellules tumorales et donc bloquer l'efficacité des cellules NK. Alors cet anticorps s'appelle l'irilumab. Vous le voyez ici sous une forme FAB'2, complexée à la molécule KIR. Et en fait, il faut comprendre que quand cette molécule, l'irilumab, se lie à la molécule KIR, elle bloque l'interaction du KIR avec les molécules MHC de classe 1. L'intérêt, c'est que cette molécule reconnaît tous les KIR qui reconnaissent HLA-C chez l'homme et peut donc être utile chez l'ensemble des patients. C'est bien évidemment une molécule IgG4, de telle manière à ne pas induire de déplétion des cellules NK suite à l'injection de cet anticorps. Vous voyez sur cette diapositive maintenant l'ensemble des travaux qui ont été faits sur ce l'irilumab. Déjà donc la preuve de concept que cet anticorps in vitro pouvait marcher. Ensuite, dans des expériences de préclinique chez la souris, dont nous avons été les auteurs, montrer qu'effectivement il y avait une efficacité et que cette molécule n'était pas toxique. Et maintenant, les papiers qui retracent les essais de phase 1 qui sont finis dans le cadre donc, de la leucémie aiguë myéloïde, mais aussi du myélomultiple, où on a montré qu'il n'y avait aucune toxicité de cette molécule. Alors, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est les preuves de l'efficacité in vivo, dans un modèle préclinique, de ce blocage de l'inhibition. Alors, le schéma est représenté ici, dans lequel vous avez des cellules NK. Il se trouve qu'on est chez la souris, c'est un modèle préclinique, et nous avons utilisé des souris transgéniques que nous avions fait il y a quelques années, humanisées en quelque sorte pour ces molécules qui sont des récepteurs inhibiteurs humains. Vous voyez que dans cette souris transgénique, toutes les cellules NK vont exprimer cette molécule donc humaine, elles vont aussi exprimer des récepteurs activateurs, et puis on va injecter dans cette souris des cellules tumorales que l'on aura préalablement transfectées de telle manière à ce qu'elles expriment de grands niveaux de CW3, cette molécule de classe 1 qui va donc inhiber les cellules NK. Vous voyez les résultats sont extrêmement clairs. Quand on injecte dans cette souris donc transgénique pour les KIR, cette souris qui est sur un background RAG, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de T, pas de B, toute l'immunité lymphocytaire est concentrée sur les cellules NK. Vous voyez que quand on injecte une cellule qui est une cellule tumorale humaine qui n'a pas de frein, eh bien vous voyez que l'ensemble des souris survivent, parce que cette cellule va être tuée par les cellules NK, et on le voit très bien, puisque quand on déplète les cellules NK, toutes les souris meurent en moins de 40 jours. Eh bien, vous voyez la force de l'inhibition qui est donnée par ce récepteur inhibiteur, car maintenant, quand on injecte une cellule tumorale qui exprime cette molécule de classe 1, vous voyez que dans cette souris transgénique, toutes les souris meurent également, ce qui prouve que cette interaction est vraiment extrêmement efficace, malheureusement. Donc toute l'idée, c'était d'utiliser l'anticorps anti-KIR pour voir son efficacité. Et les résultats sont ici. Ils sont bons, sinon bien évidemment je ne vous les montrerai pas, pour vous montrer qu'effectivement, on transforme cette situation-là dans laquelle toutes les souris meurent en moins de 40 jours à une situation dans laquelle, traitée par l'irilumab, ici, vous voyez que la plupart des souris vont résister à ce challenge tumoral. De manière assez intéressante, on peut montrer que c'est complètement NK dépendant, puisque quand on enlève les NK, vous voyez que l'efficacité de ce traitement diminue. Il s'agit d'un autre protocole ici, dans lequel on a commencé par injecter la cellule tumorale, et la laisser se développer à l'intérieur de la souris, et ensuite véritablement traiter ce modèle préclinique avec l'anticorps. Et vous voyez qu'encore une fois, on a une belle efficacité qui est totalement NK dépendante. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, malheureusement, je n'ai pas de données d'efficacité chez l'homme puisque les phases 2 sont en train d'être réalisées. Les phases 2 se déroulent dans le contexte de la leucémie aiguë myéloïde, bien évidemment, et aussi du myélome multiple en collaboration avec BMS. Mais l'anticorps anti-KIR, donc l'irilumab, va être au final testé dans pratiquement 600 patients, car il n'y a pas uniquement ces phases 2, il y a aussi des phases 1 en combinaison thérapie avec d'autres anticorps dont je vais parler maintenant, qui sont les anticorps anti-CTLA4 et les anticorps anti-PD1, qui sont des véritables révolutions dans l'immunothérapie par les anticorps à l'heure actuelle, et je vais essayer de l'illustrer sur les diapositives qui vont suivre. Mais à partir de là, quelles sont les autres options que l'on a ? Grâce à cette connaissance, encore une fois, moléculaire intime du fonctionnement des cellules NK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que cet anticorps anti-KIR ? Eh bien, en fait, et c'est ce qu'on propose de faire à Marseille, et les essais de phase 1 vont bientôt être lancés, en collaboration avec nos collègues de l'Institut Poly-Calmette, c'est en fin de compte de coupler l'injection de cellules NK, qui serait donc isolée à partir d'un donneur sain, et qui aurait donc
qui seraient ensuite cultivés in vitro de telle manière à augmenter leur activation et à augmenter leur nombre, et injecter en même temps de l'anticorps anti-KIR. Encore une fois, cet anticorps qui va bloquer l'inhibition, comme représenté ici, de telle manière à stimuler l'activité NK. Donc là encore, je n'ai pas les résultats, mais je voulais juste vous donner l'idée de ce qui allait se faire. Et ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est qu'en fin de compte, grâce à cette connaissance intime des mécanismes qui régulent l'immunité, on peut mettre en place des nouvelles thérapies. Et je viens de vous l'illustrer à travers donc, ces anticorps anti-KIR, dont je viens de vous montrer les résultats. Mais ce que j'aimerais maintenant vous montrer, c'est que cette connaissance moléculaire de la régulation de la réponse immunitaire a d'autres répercussions, comme vous allez pouvoir voir ici, dans cette vision simplifiée du dialogue qui existe entre une cellule et puis un lymphocyte. Et vous voyez, pour ceux qui connaissent, vous reconnaissez là le récepteur T des lymphocytes, donc, ou d'autres molécules qui sont exprimées sur les lymphocytes T. Mais depuis des années, les chercheurs qui essayent de mieux comprendre la réponse immunitaire ont essayé justement d'isoler ces molécules, de les identifier, de comprendre leur mode d'action. Vous voyez maintenant les essais cliniques qui sont lancés à l'heure actuelle, aujourd'hui, grâce à la connaissance intime de ces mécanismes moléculaires. Vous voyez qu'ils sont nombreux, et j'aimerais attirer votre attention sur l'anticorps anti-CTLA4, comme je l'ai dit précédemment. L'anticorps anti-CTLA4 est un anticorps qui va donc bloquer la molécule CTLA4 qui, comme les KIR dont je viens de parler, les KIR bloquent l'activité des cellules NK, CTLA4 bloque l'activité des cellules T. Eh bien, voyez, le résultat de cette expérience, enfin, de ces essais cliniques plus exactement, qui ont été donc publiés dans le New England également, à partir de patients qui présentaient des mélanomes métastatiques, et donc vous voyez la gravité, vous pouvez la juger par vous-même ici, eh bien, voyez qu'il y a eu un avantage réel qui a été donné à ces courbes ici en vert et en jaune, c'est-à-dire les patients qui ont été traités par IPI, qui est le petit nom de ipilimumab, c'est-à-dire l'anticorps anti-CTLA4. Vous me direz, il reste du chemin à faire, on va y revenir, mais n'empêche que dans le mélanome métastatique, ça a été véritablement une révolution qui a permis de repenser l'immunothérapie antitumorale de manière différente. Puisque là, le concept est le même que celui que j'ai essayé de vous présenter sur les CUNK, c'est-à-dire à partir d'une connaissance moléculaire intime de ce qui régule un type particulier de lymphocytes, et en particulier des récepteurs inhibiteurs. Là, l'idée, c'est de bloquer l'inhibition de telle manière à stimuler la réponse immunitaire. Donc, comment améliorer ces traitements? Puisque, comme on peut le voir sur cette diapositive, il reste beaucoup à faire. Eh bien, on peut évidemment personnaliser l'ensemble de ces traitements. Alors, je vous l'ai déjà montré précédemment, quand on essaye de faire des transferts adoptifs d'immunocytes, que ce soit ici des CUNK, mais on pourrait aussi en parler pour les cellules T, mais c'est en particulier vrai pour les CUNK, on va bien évidemment définir les couples donneurs-receveurs sur la base des KIR ou sur la base du MHC, et donc on va personnaliser là les traitements cellulaires. Comme je vous l'ai dit aussi, il reste beaucoup à comprendre ici. Et donc on essaye de mettre en place des tests compagnons de ces nouvelles thérapies, on appelle ça le theranostic, de telle manière à essayer de mieux comprendre cette régulation fine du système immunitaire et à augmenter l'efficacité de ces traitements. J'aimerais finir par vous dire que pour améliorer ces traitements, il n'y a pas uniquement à proposer ce que je viens de redire ici, en particulier la médecine personnalisée, mais il y a aussi certainement à optimiser les liens entre la recherche académique et l'industrie. J'ai voulu vous présenter cette diapositive pour, juste sur une échelle du temps, faire prendre conscience à tout le monde du temps qu'il faut pour mettre un anticorps thérapeutique en essai clinique et en particulier éventuellement sur le marché. Il se trouve que la molécule CTLA4 a été identifiée pour la première fois au Centre d'immunologie de Marseille-Lumini en 1987, un article de Nature. Et vous voyez que l'acceptation du traitement anti-CTLA4 dans le mélanome, 2011. Vous voyez qu'on est à peu près à 25 ans, c'est à peu près la même longueur de temps quand il s'agit de l'anticorps anti-PD1. Pour ce qui s'agit de l'anticorps anti-KIR, vous voyez qu'on est malheureusement dans les mêmes longueurs, c'est-à-dire à peu près une vingtaine d'années entre la découverte du KIR et puis maintenant le début de la phase 2.
Donc toute l'idée, c'est d'essayer d'optimiser ces différentes phases du développement clinique, et c'est l'objet de ce qu'on essaie de développer à Marseille, en essayant de mettre en place des structures qui permettent véritablement d'optimiser le passage entre les découvertes de la recherche académique et le développement industriel. Alors, ça s'intègre dans quelque chose de plus grand qu'on appelle Marseille Immunopole, et je voulais avoir le privilège de vous en parler aujourd'hui, pratiquement pour la première fois. Et Marseille Immunopole a l'ambition de former ce réseau entre tous ceux qui font de l'immunologie sur le territoire de la ville, de l'immunologie la plus fondamentale à ses applications les plus cliniques. Voilà, je vais finir par remercier l'ensemble des personnes du laboratoire qui ont contribué à ces études, et aussi nos collaborateurs, et en particulier Innate Pharma, qui a permis donc le développement clinique de cet anticorps qui bloque l'inhibition, cet anticorps anti-KIR. Je vous remercie pour votre attention.